Discrimination dans les soins. Cette table ronde a été co-organisée avec les hôpitaux universitaires de Genève, HUG, et en partenariat avec Blick. Intervenantes Patrick Bodenman, Myriam Dergam et Shan Gano. Modération Ami Tuyard. Allocution et présence de M. Alfonso Gomez, maire de la ville de Genève et conseiller administratif en charge de l'égalité et de la diversité. Musique et mixage, Karami. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. J'ai le grand plaisir de vous souhaiter également la plus cordiale des bienvenues à cette table ronde qui est consacrée à la discrimination dans les soins. Cela proposé dans le cadre de la semaine contre le racisme en ville de Genève, une semaine que nous organisons chaque année. Et cette année, elle est organisée conjointement, en tout cas cette table ronde, avec les hôpitaux universitaires de Genève. Et je les remercie ici chaleureusement pour cette collaboration. Mesdames et messieurs, en Suisse, le racisme de manière générale et le racisme structurel en particulier, eh bien, ils sont souvent minimisés. Et comment ceci pourrait-il encore exister dans notre canton ou dans notre ville ou dans notre pays, pays cosmopolite, ville cosmopolite, prétendument ouverte. La moitié de la population de notre ville ne possède pas la nationalité suisse, elle est donc d'origine directement étrangère. Et pourtant, l'étude Racisme structurel en Suisse, qui a été publiée en 2023 par le Service fédéral de lutte contre le racisme, confirme bel et bien que la problématique du racisme structurel est une réalité, et cette étude montre comment celui-ci se manifeste dans divers domaines et particulièrement dans le domaine de la santé. Ces dernières années, il y a eu plusieurs études qui ont mis en lumière ce qu'on appelle par exemple le syndrome méditerranéen, qui considère que les personnes qui sont originaires du Sud, eh bien, exagèrent leurs symptômes et leurs douleurs. C'est paradoxal, c'est grave en tout cas, parce que cela entraîne invariablement une défaillance de la prise en charge médicale. Et puis, de manière tout aussi préoccupante, d'autres recherches révèlent que les femmes, par exemple les femmes noires qui sont enceintes, sont dissuadées de demander une péridurale en raison d'une croyance, je ne sais pas d'où elle vient, mais une croyance selon laquelle les personnes noires seraient plus résistantes à la douleur. Toujours dans le domaine de la maternité, on le voit dans certains pays où les discriminations raciales sont mieux mesurées, en tout cas que dans notre pays, les statistiques révèlent des disparités encore plus inquiétantes en matière de traitement entre les différentes populations. Par exemple, les États-Unis, eh bien, les femmes noires ont 3 à 4 fois plus de risques de mourir pendant leur grossesse ou à la suite de complications après l'accouchement, donc 3 à 4 fois plus que les femmes blanches. Et là, on assiste à une double discrimination d'abord à cause de la couleur de la peau, et puis par ailleurs à cause de la condition sociale. Le personnel soignant lui-même n'est pas non plus épargné par ce phénomène. Et là aussi, on se base sur des recherches en Suisse qui révèlent que des membres du personnel soignant noir subissent des discriminations de la part des patients, mais aussi de la part de leurs collègues. Et ces discriminations vont évidemment de la remarque blessante au rejet pur et simple, en passant par les soupçons d'incompétence. Donc malheureusement, et malgré sa prévalence, le racisme structurel reste souvent caché, invisible, ou en tout cas au quotidien, ou pire encore, délibérément ignoré au sein d'un certain nombre d'institutions, et entre elles aussi, au sens large, des institutions de santé.
Donc face à cette réalité, évidemment, la ville de Genève, qui s'engage depuis de nombreuses années à lutter contre toute forme de stéréotypes, eh bien, les préjugés, les discriminations raciales, nous les combattons dans le cadre de nos politiques municipales en matière de diversité culturelle et de lutte contre le racisme. Si la santé est un domaine de compétence, en tout cas cantonal, nous ne pouvons ignorer, nous, ville de Genève, que nous devons mener des actions en matière, en tout cas, de sensibilisation et de soutien aux victimes. Sensibilisation, ça s'inscrit évidemment dans le cadre de cette semaine, mais aussi dans cette optique, la ville soutient financièrement le Centre d'écoute contre le racisme qui offre un soutien sur le plan psychologique, social, juridique aux victimes et témoins d'incidents racistes, l'amenant souvent à intervenir dans le domaine des soins. Parallèlement à ça, de nombreuses actions, projets de fonds que nous menons en ville de Genève tout au long de l'année dans l'objectif de lutter, et il y a beaucoup à faire, contre les préjugés et les biais racistes qui participent au combat global que vise la ville de Genève de lutter contre ce fléau, et entre autres, pas seulement dans le domaine médical. Cette semaine d'action dédiée à la question du racisme dans le domaine de la santé, eh bien, est une démonstration, en tout cas c'est ainsi que nous le voulons, qui illustre notre engagement. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, il est impératif que nous reconnaissions et que nous abordions ces inégalités avec sérieux et avec urgence. Et en tant que société, nous devons de nous engager à lutter contre toutes les formes de discrimination et les discriminations raciales principalement, à garantir notamment un accès équitable et respectueux et, bien sûr, dans le domaine des soins pour tous les individus. Cela nécessite une action concertée des politiques publiques inclusives et une sensibilisation accrue de l'ensemble des institutions, et je les en remercie. Je sais bien que ce racisme traverse toutes les couches de notre société, qu'elle traverse toutes nos politiques publiques. Elle est souvent le fruit, il faut bien le reconnaître, de notre histoire et de notre passé colonial, et je le dis au sens large. Je sais que c'est une préoccupation que partagent les HUG, je les en remercie, et je me réjouis que nous puissions discuter ce soir. Pour cette table ronde, nous avons par ailleurs choisi d'ouvrir le débat et de discuter non seulement des discriminations liées au racisme, mais également au genre, à l'orientation sexuelle et à d'autres formes, toutes formes de discrimination. Donc nous aurons la chance d'entendre plusieurs professionnels, comme cela vient d'être dit, de la santé, et je tenais ici à vous remercier pour votre participation à cette table ronde. Voilà, mesdames et messieurs, pour nous, c'est une préoccupation, la lutte contre les discriminations, la lutte contre les inégalités, la lutte contre toute forme de racisme est pour la ville de Genève une priorité. Elle le fut, elle l'est aujourd'hui et elle le sera encore malheureusement demain. Merci beaucoup. Eh bien, bonsoir, bienvenue à cette table ronde organisée par la ville de Genève dans le cadre de la semaine d'action contre le racisme, ici en collaboration avec les hôpitaux universitaires de Genève. Je suis Amit Juillard, journaliste à la rédaction romande et francophone de Blick à Lausanne. Oui, nous existons. Cette discussion est donc enregistrée et pourra faire l'objet d'un podcast de la ville de Genève. Attendre une éternité de plus qu'une personne blanche pour obtenir un nouveau rein, être poussé à la césarienne parce qu'on est une femme noire, ne pas être prise au sérieux lorsqu'on parle de ses douleurs dans le thorax en arrivant aux urgences juste parce qu'on a l'air de venir d'ailleurs. Jusqu'ici, la Suisse pouvait peut-être se voiler la face. C'est désormais plus possible, la faute en partie à une étude française dont vous avez peut-être entendu parler ce début d'année.
Ces résultats sont une claque aux urgences, y compris en Suisse. Les personnes noires et les femmes qui se présentent avec des douleurs à la poitrine sont moins bien prises en charge que les hommes blancs. Quelle est l'ampleur réelle de ce phénomène? Les personnes lesbiennes, gays, bi, transgenres sont-elles aussi discriminées? Quel témoignage? Que faire pour endiguer cette dynamique? Et où est-ce que ça coince? Pour en parler ce soir, 3 invités. Myriam Dergam, vous êtes docteur en médecine générale, faculté de médecine Jacques Lisfranc à Saint-Étienne en France. Vous avez aussi un master en sciences politiques et vous étudiez précisément les discriminations dans les soins dans le cadre de votre thèse. Merci d'être avec nous. Eshan Ganou, vous êtes ici chez vous, infirmier spécialisé dans les diversités LGBTQIA+, au HUG, bienvenue. Et enfin, Patrick Bodenman, chef du département vulnérabilité et médecine sociale à Unisanté à Lausanne et professeur de médecine. Vous donnez aussi un cours sur le racisme dans le système de santé à l'Université de Lausanne. Alors dites-nous, Patrick Bodenman, le racisme dans les soins existe en Suisse, c'est indéniable, tant envers le personnel que la patientèle, mais en quelle proportion? Que nous disent les études et les derniers sondages? Alors, merci beaucoup, merci pour la question et puis merci surtout pour l'organisation de cet événement, pour les mots d'introduction, déjà avec passablement d'informations. Alors, moi je dirais qu'aujourd'hui, pour se dire quelle est la situation actuelle et où est-ce qu'on en est, il me semble qu'il y a 3-4 sources de données, même si vous allez le voir dans le domaine sanitaire, il y a relativement peu de données suisses et c'est ça un des enjeux. Donc, au niveau des données sociétales, je pense qu'on commence à cumuler des choses intéressantes avec l'Office fédéral de la statistique en 2022 qui disait que 54% des actes discriminatoires racistes avaient lieu dans le milieu professionnel et de ce 54%, le 10% était dans le système sanitaire. Donc là, on commence à avoir une ébauche de quelque chose. Et puis, il a été évoqué effectivement le racisme structurel et c'est vrai que l'Organisation des Nations Unies a un peu taclé la Suisse en 2022 en disant il y a un racisme structurel, ce qui indique qu'il y a un racisme à différents niveaux et dans différents lieux, dans différents settings. Et puis, en 2023, l'Université de Neuchâtel, avec son groupe de sciences politiques et sociales, a travaillé sur 304 études qui confirmaient l'existence d'un racisme structurel. Donc là, on commence déjà à avoir un certain nombre de données. On a, pour ce qui est du système sanitaire, des données internationales qui sont très claires, qui nous viennent essentiellement du monde anglo-saxon, avec des différences de prévalence, suivant que vous êtes afro-américain ou que vous ne l'êtes pas, en termes de maladies cardiaques, oncologiques, en termes d'infections telles que le VIH. On a des informations récentes par rapport à la pandémie, où finalement, face à la Covid-19, on n'était définitivement pas toutes et tous les mêmes, en termes de possibilité de se tester, en termes de possibilité d'aller à l'hôpital, d'être hospitalisé, d'aller aux soins intensifs, et puis in fine d'avoir la vaccination. Et là aussi, les minorités racisées en ont beaucoup plus souffert. Et puis finalement, vous l'avez évoqué, quid par exemple de la greffe, de l'obtention d'un rein lorsqu'on a la peau noire par rapport à des personnes qui sont également en dialyse et qui ont le même besoin, mais qui n'ont pas la peau noire. Donc là, on a des évidences, je crois, incontournables, absolument claires au niveau international. Au niveau des données nationales, je me réfère à l'étude que vous avez évoquée, qui est parue récemment, plutôt à la fin de l'année passée, et qui intégrait 1563 personnes travaillant dans le domaine des urgences, aux urgences au Canada, donc au Québec, en Belgique, en France et en Suisse. Donc on commence à avoir des données sanitaires au niveau suisse. Et ce qui était intéressant, c'est que c'était une histoire de douleur thoracique via des patients simulés ou des vignettes cliniques, peu importe. Et toute la différence, c'était une différence de sexe, homme-femme, et une différence de pigmentation cutanée, noir, blanc. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le même type de symptômes, à âge égal, ces deux variables, le sexe, respectivement la couleur de la peau, le fait d'être noir ou de ne pas l'être, a complètement changé la qualité de prise en charge. À savoir qu'être une femme, c'était beaucoup plus compliqué d'avoir des soins de qualité, puis être une femme noire, c'était encore plus compliqué.
Donc, on commence à avoir des données qui sont intéressantes dans le système de soins. Puis, je dirais que la quatrième source de données, on va en reparler un petit peu plus tard, c'est clairement les données cliniques pour celles et ceux qui sont sur le terrain, ce que vous avez vu, ce dont vous pouvez témoigner, ce que les soignants ont vécu, s'ils ne sont pas tout à fait comme est leurs patientes, leurs patients. Et je crois qu'on y reviendra. Professeur Bonhomme, est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous expliquer pourquoi, en fait, il y a cette prévalence plus grande de certaines maladies dans les populations racisées? Alors, pour ce qui est de la littérature anglo-saxonne, c'est souvent, en fait, le fruit de ce qu'on appelle l'intersectionnalité. C'est pas juste le fait d'être noir ou de ne pas l'être. C'est le fait d'être noir, généralement plus au bas de l'échelle sociale, du gradient social. C'est une vie où il y a eu moins d'opportunités en termes de formation, en termes de travail, en termes de déterminants socio-économiques de la santé et de la maladie. Et c'est tout ceci qui fait que certaines maladies, les maladies cardiovasculaires, je les ai évoquées, sont moins détectées, moins dépistées, moins traitées, moins suivies, parce que, par exemple, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est d'avoir un peu de travail. Et quand on doit choisir entre aller chez le médecin ou aller dans le système sanitaire, puis aller travailler, on va travailler. Donc, je dirais que c'est un peu cette pléthore de causes qui interagissent les unes avec les autres et qui ne font pas plutôt qu'une addition, c'est une démultiplication en termes de complexité. Et je pense que ça, c'est une partie de l'explication par rapport à la prévalence de certaines pathologies. Myriam Dergam, quand on parle de discrimination dans les soins, qu'est-ce qui vous choque le plus? Qu'est-ce qui vous marque le plus? Alors, je voulais juste revenir sur les études, notamment aux États-Unis, qui montraient que les femmes noires à niveau socioculturel supérieur que les femmes blanches décédaient plus en couches, décédaient plus dans les suites d'une intervention chirurgicale, et même que les bébés noirs décédaient plus s'ils étaient pris en charge par un chirurgien blanc que par un chirurgien noir. Et c'est d'ailleurs l'étude 3,43% fois plus de chances de mourir, c'était celle que Monsieur le maire a citée. Monsieur le maire nous a aussi parlé du syndrome méditerranéen et des femmes noires à qui on pousse à ne pas faire de péridurale. Et il se trouve que c'était mes premiers travaux de recherche, d'où ça vient. Et on a creusé dans les archives de l'hôpital, dans les archives, les documents papier, et on est tombé sur deux choses assez intéressantes. La première, c'est que ce syndrome méditerranéen, donc comme quoi les personnes issues du pourtour méditerranéen, mais également les personnes noires, mais également les personnes des pays de l'Est, exagéraient leur douleur et donc avaient moins d'antidouleurs, on a trouvé que ça venait de la sinistrose. La sinistrose s'est définie dans les années 1950 comme une inhibition très spéciale de la bonne volonté à reprendre le travail quand on est accidenté du travail. Et ça concernait tout le monde suite à un changement de loi dans la sécurité sociale où on n'avait plus à prouver que l'employeur avait commis une faute. C'est-à-dire qu'un employé qui était dédommagé suite à un accident du travail, donc qui ne mourait pas de faim, retournait moins rapidement travailler. Et ça concernait tout le monde. Et puis, suite à la Seconde Guerre mondiale, il y a eu cette immigration de travail, donc des anciennes colonies, et il y a eu un décalage de focale, donc ce n'était plus tout le monde, mais les personnes faisant ces métiers précaires, donc les personnes issues du pourtour méditerranéen. Et la chose a décalé comme ça, si bien qu'aujourd'hui, quand on interroge les étudiants, ils pensent que c'est culturel. Et moi, je leur pose la question, parce qu'on ne va pas se mentir, j'ai la tête de l'emploi. Est-ce qu'à votre avis, j'exprime la douleur comme des arrière-grands-parents que je n'ai pas connus dans un pays où je n'ai jamais mis les pieds, ou est-ce que je l'exprime comme mes copains à l'école et comme Grey's Anatomy, dont j'ai regardé 18 saisons sur les 20 En fait, ça, je leur dis de façon drôle, mais les travaux de David Le Breton montrent que l'occidentalisation a tendance à homogénéiser cette expression de la douleur. Et en creusant, pour les personnes noires, on a trouvé que ça venait de la colonisation directement. Donc, le père de la gynécologie, dont le nom ne mérite pas de rester pour la postérité, a commis des expériences sur les esclaves noirs, Lucie, Anarcha et Betsey. 27 opérations sans anesthésie, mais parce qu'on pensait que les personnes noires ne ressentaient pas la douleur. Pourquoi ? Eh bien parce que si elle ne ressent pas la douleur, ça veut dire qu'on peut l'affamer, ça veut dire qu'on peut lui faire travailler des heures et des heures dans des champs de coton sans se préoccuper de son état physique. Ça veut dire aussi qu'il faut l'affamer pour pas qu'il se rebelle. Ça veut dire qu'on peut lui couper les jarrets s'il essaie de s'enfuir, le code noir par Colbert sous Louis XIV. Donc tout ça vient de ce contexte-là. Et pareil,
c'est resté aujourd'hui sans savoir vraiment pourquoi. Et nous, ce qui nous avait choqué, c'était ces personnes des pays de l'Est, un étudiant qui nous disait « mais il n'y a pas la Méditerranée, ce patient, il avait un cancer ». Et finalement, c'est là que je me suis dit qu'il y avait peut-être un truc, c'est peut-être juste les patients qu'on ne veut pas soigner. Peut-être, Patrick Bonneman, est-ce que vous voulez nous dire quelque chose par rapport à ces colonies, hein. La Suisse n'a pas eu concrètement de colonies, mais a aussi collaboré par rapport aux colonies, a fait du commerce, a participé au commerce triangulaire. Est-ce que en Suisse, c'est aussi ça la source du mal qui nous ronge aujourd'hui? Disons, je pense qu'en tout cas, le piège, c'est de se dire qu'il n'y a pas de passé colonial, parce qu'il y en a eu un. Peut-être qu'il est moins direct ou moins éclatant à la lueur des autres pays qui ont eu des colonies, mais il y en a eu un. Il y a eu un impact, il y a eu des enrichissements. Et puis, pour preuve, on est à Genève et le professeur Sandro Catachin a publié un très bon livre sur les colonialismes suisses, qui est très éclairant par rapport à cette question. Donc, je pense que c'est peut-être un argument qui est utilisé pour dire, mais en fait, il n'y a pas de problème. Et puis, l'enjeu pour nous, au niveau du système sanitaire, c'est qu'on dit qu'il n'y a pas de problème lorsqu'il n'y a pas de données. Vous connaissez? Pas de données, pas de problème, pas de solution. Tout va bien. Et cette invisibilisation de certaines thématiques est assez classique. Je pense qu'à nous trois, on représente différents types de populations qui sont en situation de vulnérabilité, qu'on a soignées, dont on s'occupe, etc., qui nous intéressent aussi pour des recherches. Et je dirais que il faut pas se voiler la face, il faut pas être naïf, et je pense qu'il faut s'informer. Et pour moi, ce livre sur les colonialismes suisses a été révélateur. Encore une fois, c'est un produit local de Genève, Sandro Catachin. Merci pour la référence. Eshan Ganou, on a entendu le mot intersectionnalité. Vous, votre spécialité, c'est de vous occuper des questions de diversité LGBTQI+, ici au HUG. Quid des discriminations dans les soins pour cette population-là? Alors, depuis à peu près une dizaine d'années, la littérature scientifique est très prolifique dans l'état de santé des personnes LGBT. Et en Suisse, l'OFSP a voulu s'intéresser un peu à la situation et a mandaté la Haute École de Santé de Travail Social à Lucerne de mener une enquête nationale en Suisse sur l'état de santé des personnes LGBT. Est-ce que c'est la même chose que reflètent ces études internationales? Et le constat est assez alarmant et désolant. Et en fait, ce rapport de l'Obsan, l'Observatoire de la santé, montre que les personnes LGBT sont en moins bon état de santé que la population générale. Ces personnes souffrent plus de maladies chroniques, de maladies cardiovasculaires, ont plus de maladies sexuellement transmissibles. Les jeunes trans et non-binaires ont un taux de suicide jusqu'à 8 fois plus élevé que la population générale. Ils consomment beaucoup plus d'alcool, de tabac, de substances psychoactives. Ils sont aliénés socialement. Et quand on s'est intéressé à savoir mais pourquoi, parce que ces personnes sont victimes de discrimination, de préjugés, de stéréotypes dans les soins. Ce qu'on voit, c'est que ces personnes, au bout d'un moment, se perdent dans la trajectoire de soins. Parce qu'ils sont confrontés à des professionnels de la santé pas sensibilisés à leurs problématiques de santé, qui sont des problématiques spécifiques de santé. Ils sont pas à l'aise avec des techniques de communication, c'est-à-dire que comment on va... Je pense qu'un des grands défis aujourd'hui de l'hôpital, c'est de pouvoir tenir compte des spécificités, des besoins spécifiques de cette population, sans les essentialiser, c'est-à-dire sans les réduire à ces besoins-là. Et ça, c'est un véritable défi. Et à cela, je pense qu'il y a une culture du soignant qu'on doit vraiment aujourd'hui rediscuter, c'est le paternalisme du soignant. Je pense qu'on a du mal, en tout cas dans les hôpitaux, à co-construire, à dresser un partenariat avec les soignants. Et ça pose problème parce que
quand on arrive à l'hôpital, on porte la blouse blanche. En fait, vous représentez l'autorité. Et quand vous êtes face à un patient qui connaît mieux ses problématiques de santé que vous, ça génère beaucoup de défense de la part des soignants. Alors, au lieu de co-créer avec le soignant, avec le patient, pardon. On reviendra à ce qui est fait et ce qu'on pourrait faire mieux dans notre système de soins plus tard dans cette discussion. Mais si on reste sur le diagnostic, si vous me passez l'expression, est-ce que au sein des personnes LGBTQIA+, il y a une sorte de hiérarchie dans celles qui sont plus discriminées que les autres? Est-ce qu'il y en a qui prennent plus cher que les autres, quoi, finalement? Oui, absolument. Alors, justement, j'ai pas envie de hiérarchiser les discriminations, mais effectivement, aujourd'hui, on voit que les personnes qui souffrent le plus dans le système de santé sont les personnes trans et non binaires. Parce que ces personnes ont il y a un gros focus en ce moment parce que c'est aussi des personnes qui ont pas un passing hétéro-cisgenre et du coup qui arrivent. Donc, un passing, c'est-à-dire que oui, le passing, c'est comment on apparaît, on se dévoile aux autres, comment on exprime son genre en fait, comment son genre est perçu par les autres. Et aujourd'hui, il y a énormément de problématiques de santé en lien avec que ce soit des chirurgies d'affirmation de genre, que ce soit de l'hormonothérapie, que ce soit des chirurgies de réassignation sexuelle. Il y a des standards de soins qui sont publiés par des sociétés savantes qui sont pas appliqués. On manque de centres spécialisés dans ces interventions chirurgicales. Donc voilà, les personnes n'ont plus confiance en fait dans les situations de santé, dans les institutions de santé, pardon. Et vous l'avez toutes et tous aussi évoqué, ce qui aujourd'hui est important dans le tableau qu'on dresse, dans le portrait qu'on brosse, c'est aussi les témoignages qui sont parfois, je vous l'avoue, moi en tant que journaliste, difficiles à recueillir. C'est difficile de convaincre les gens de témoigner, évidemment à visage découvert, mais même parfois de manière anonyme. Vous trois, vous êtes au contact avec le terrain tous les jours. Quels sont les témoignages marquants les témoignages qui vous marquent et que vous aimeriez porter aujourd'hui? Peut-être, qui veut. Au-delà des témoignages, on a aussi des chiffres très concrets sur le refus de soins et le non-recours aux soins. Par exemple, je travaille dans un centre avec des patients migrants qui ont l'AME, l'aide médicale d'État, donc c'est-à-dire qu'ils sont couverts d'un point de vue sécurité sociale et que leurs soins sont pris en charge. Et malgré tout, les médecins rechignent. Et pour leur trouver des rendez-vous chez le spécialiste, c'est quasi impossible. J'ai un patient qui avait une douleur à l'orteil gauche. Ça a traîné. On a tout fait pour avoir rendez-vous. Il a été amputé sous le genou gauche. Il avait mal à l'orteil droit. Ça a traîné. Amputé sous les deux genoux. Voilà. Alors qu'il était couvert d'un point de vue assurantiel. Pour les personnes LGBT, on voit ces mêmes chiffres, le non-recours, et puis 70% de non-recours suite à une mauvaise expérience avec un médecin. Et ces chiffres, ils sont alarmants. 48% des médecins généralistes refusent les patients AME, CMU, 70% chez les spécialistes. Sur Paris, aucun gynécologue n'accepte de prendre des patients sans dépassement d'honoraires. Ils ont été épinglés par la Ligue des droits de l'homme, par le défenseur des droits. Et maintenant, on fait quoi ? Est-ce que vous pourriez juste préciser, parce que pour nous autres Suisses et peut-être non spécialistes de la santé, AME, CMU, dépassement d'honoraires. AME, la MAL, d'accord. La CMU, la couverture mutuelle totale. La MAL aussi. Et les dépassements d'honoraires, c'est quand on prend de l'argent en plus de ça. Voilà, merci beaucoup. Peut-être si on peut continuer sur ces témoignages, je pense que c'est important. Oui. Alors les exemples sont nombreux. Imposer un test de grossesse alors qu'on explique qu'on est une femme lesbienne.
ne pas être invité à à la consultation de son enfant pour un couple d'hommes ou un couple de femmes, ne pas recevoir des soins post-opératoires pour une chirurgie chez une personne transgenre parce que l'équipe infirmière n'est pas à l'aise, se pouvoir réorienter chez son médecin traitant alors qu'une personne consulte pour un risque d'exposition au HIV qui souhaiterait un traitement de PEP, ou alors des personnes se voir jugés ou stigmatisés aux urgences parce que ils expliquent qu'ils sont sous PrEP et puis on leur fait la morale, pourquoi est-ce que ils prennent ça et puis que c'est pas bien, et puis Donc la PrEP, le traitement prophylactique la de PrEP, prévention. c'est le traitement prévention du HIV et la PEP c'est le traitement post-exposition. Voilà. Patrick Bodenman, peut-être d'autres témoignages, d'autres exemples. Sous un autre regard. Alors, la première chose, c'est que peut-être du côté du patient, on a eu un peu le même type d'événement lundi soir en ville de Lausanne, où il y avait effectivement toute une réflexion aussi. Et puis, une personne venant du Mexique a expliqué de manière assez, disons, particulière, difficile à entendre. Quand elle arrive en Suisse, en fait, elle ne parle pas extrêmement bien le français, mais néanmoins, elle a des douleurs articulaires et puis il y a un certain nombre de symptômes qui l'amènent à consulter. Le diagnostic, je fais les choses de manière un peu résumée, est une fibromyalgie. Puis comme vous le savez, la fibromyalgie, c'est problématique pour toutes et tous. C'est vraiment une entité qui est difficile, pour laquelle on ne sait pas vraiment ce qu'on peut proposer. On a l'impression que les patients sont quand même un peu trop plaintifs, etc. Alors ceci, à l'échelle de la femme brune, mexicaine ne parlant pas très bien le français, la conclusion à laquelle elle est arrivée, c'est que le médecin lui a dit « En fait, vous feriez mieux de rentrer chez vous ». Bon, voilà, il y a encore du travail, hein. On a encore des choses à faire pour améliorer ceci. Donc je trouve que c'était un témoignage qui était extrêmement fort, ce d'autant plus qu'elle avait une personne dans son entourage proche qui avait exactement le même problème, le même diagnostic, mais toute la différence, c'est qu'elle parlait un peu mieux le français, qu'elle était un peu plus blanche, puis qu'elle était un peu moins mexicaine. Et la prise en charge a été totalement différente en termes d'investigation, respectivement en termes de possibilités de traitement, ou du moins de tentatives de traitement. Donc ça, je trouve que c'est un témoignage qui est, d'une part, c'est un témoignage rapporté, qu'elle a rapporté devant un public, puis que je trouve intéressant et extrêmement préoccupant. Puis comme ça a été dit initialement, la problématique n'est pas, quand il y a ces deux personnes, le soignant, le soigné, que du côté du soigné ou de la personne soignée, mais aussi du côté du soignant. Puis là, moi j'ai la chance de travailler à Lausanne, dans l'équivalent de la polyclinique ici, donc en ambulatoire. Et puis une des grandes richesses, si ce n'est la plus grande, c'est toute la diversité qu'on a en termes de patientèle, puis en termes de collègues. Un collègue qui avait un fort accent vaudois, qui avait été adopté d'un pays du continent africain dès son plus jeune âge, me disait, il était noir, que lorsqu'il arrivait en salle d'attente et qu'il disait pour la première fois à une patiente ou un patient « je suis votre médecin », plus d'une fois sur deux, les personnes lui disaient « mais vous êtes vraiment médecin ?» Il avait beaucoup d'humour, mais quand même. Et puis il m'avait aussi dit que dans le fond, notamment pour les personnes un peu plus âgées, le fait que son bureau était au fond du couloir les inquiétait beaucoup. Il me disait dans ces mots, tu sais, ces petites dames âgées qui viennent avec un grand, soi-disant médecin noir, ça les inquiétait beaucoup. Donc il y avait un peu de dérision, mais je pense qu'il y avait aussi beaucoup de, disons, douleur d'une certaine façon, parce que son quotidien, le quotidien de nos collègues racisés, c'est souvent, c'est une blague, c'est pas méchant, c'est les micro-agressions, c'est ces mécanismes qui font que encore et toujours on fait sentir quand même qu'il y a une différence et qu'on marque cette différence. Donc des témoignages qui, dans les deux sens, montrent qu'il y a quand même des choses qui arrivent, et c'est pour ça que je vous disais à la première question, il y a aussi cette base de données qui est notre quotidien. Et là, les témoignages en font partie et il faut écouter ces témoignages. On ne peut pas dire à une personne, quelle que soit la personne, quel que soit son problème, vous rentrez chez vous, ça ne va pas. Et puis je pense que de mettre en doute sur la base d'une physionomie le fait d'être médecin ou pas, ça ne va pas non plus. Donc je pense que quand on arrivera un peu à qu'est-ce qu'on peut faire, il faut faire probablement à différents niveaux, mais notamment au niveau du système sanitaire. Comment
souvent, ce qui revient dans ce genre de discussion et qui est aussi compliqué quand on parle de témoignages, c'est de pouvoir définir à 100% que ça s'est mal passé parce que on est trans, parce que on a la peau brune, parce que on a la peau noire. Vous qui travaillez comme ça sur le terrain, qui étudiez ces sujets-là, comment vous faites pour être certain que c'est une question de racisme ou de transphobie? Alors c'est effectivement la question la plus difficile. C'est pour ça que moi je suis passée par les témoignages des étudiants. Après, on en entend des tonnes. Pour vous citer un exemple, on va aller dans le trash. J'ai une patiente noire à qui on a demandé d'aller retourner grimper dans les arbres. Quand on l'a fait remonter, on nous a dit « mais non, c'était comme pour Tintin au Congo ». Bon, j'ai une patiente qui venait du Congo, c'est important, à qui on a dit de retourner dans sa cabane dans la brousse au Sénégal, parce que l'Afrique est un grand pays, nous le savons tous. Voilà, on a une patiente qui a eu un parcours migratoire horrible avec des viols, enfin des choses très compliquées, et le gynécologue homme lui a dit « non mais en France c'est l'égalité homme-femme, c'est moi qui vous fais votre écho ou personne d'autre », alors que je pense que c'était plus lié au viol qu'à l'égalité femmes-hommes. Il y a des choses horribles, on en a. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment on les fait remonter et qui nous écoute. Moi, on me demande toujours si je suis la traductrice ou la famille. Même pas infirmière, médecin, alors que j'ai un badge docteur quand même. Mes collègues, quand je leur dis que ça me saoule, elles me disent « mais c'est normal, t'es basanée ». Bon, ça fait partie des... Je suis pas basanée en plus. Ça fait partie des micro-agressions qu'on subit tous les jours. Mais quand un patient ne veut pas que je le soigne, c'est arrivé 2-3 fois, bah en fait, c'est pas grave. Moi, je prends une pause café. En revanche, quand un soignant a des attitudes vis-à-vis d'un patient, même inconscientes, il peut y avoir une perte de chance pour lui, comme les histoires un peu trash que je vous ai racontées. En fait, on a ce côté, comme vous disiez, quand on met la blouse, on est médecin. On se dit, quand on met la blouse, on voit pas les couleurs. Mais les couleurs, on les voit. Si on me demande si je suis la traductrice, c'est qu'on l'a très bien vu. De la même façon, c'était pas quelque chose que moi j'avais conscientisé jusqu'à qu'un jour, en stage, je croise un jeune avec une tumeur. Donc on lui fait l'annonce de diagnostic. Il avait comme moi une tête d'ascendance maghrébine et il est resté bouche bée. Mais bouche bée vraiment comme un débile, quoi. Bouche bée. Et la médecin s'est mise à parler très très fort et à lui demander « Vous parlez français ?» Et le gars a réagi, oui, je suis en 2e année de fac d'anglais, enfin là j'ai une tumeur, va falloir m'opérer, j'ai 20 ans, c'est quand même compliqué cette histoire. Et tout ça n'a pas la même valeur. Ces témoignages, on en a plein. Et c'est pas toujours du racisme malveillant, c'était finalement vouloir plus expliquer aux patients. D'ailleurs, j'insiste, les patients ne sont pas sourds quand ils ne parlent pas la même langue que nous, ça ne sert à rien de crier. Mais toutes ces petites choses qui font comprendre qu'en fait, ils ne sont pas à leur place. Et mes patients, encore une fois, c'est une patientèle qui nous en raconte malheureusement beaucoup. En tout cas, les soignants, on a beaucoup de mal à avouer qu'on n'est pas parfait. Mais des fois, pour les patientes et les patients, c'est aussi difficile de témoigner. Par exemple, j'ai discuté il y a quelques semaines avec une femme qui portait le voile, à qui on a dit, quand elle était enceinte de son 3e enfant, si je me trompe pas, de rentrer chez elle quand elle était à l'hôpital, alors qu'elle disait mais en fait je vais accoucher, j'ai déjà accouché plusieurs fois, je sais ce qui est en train d'arriver. Et non, on lui dit non, en fait vous exagérez de nouveau vos symptômes, etc. Rentrez chez vous. Et puis pour cette femme, ce qui est difficile, c'est de vraiment mettre des mots là-dessus. Pour elle, elle dit oui, ok, alors c'était peut-être à cause de mon voile, mais comment est-ce que je peux en être sûr que c'était à cause de mon voile et que c'était pas à cause d'autre chose? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Disons, la certitude absolue, je pense que c'est assez difficile parce que souvent la réalité est entremêlée. Mais moi, je dirais que du côté des soignants, on peut se tester. Une des choses dont on a discuté préalablement, c'est l'introspection. Et peut-être vous connaissez certaines et certains ce test qui a été créé par une bonne université, l'université de Harvard, par des psychologues et des soignants, qui s'appelle le test, alors en anglais, implicit association, le test, disons, d'association implicite, parce que je pense qu'on va revenir un peu sur cet aspect des biais implicites. Et en fait, moi, j'ai été très surpris parce que je suis allé sur ce site et moi, je vous recommande d'y aller. Je pense que c'est utile pour tout être humain. Et j'étais super déçu des résultats. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que vous savez, nous, les blouses blanches, on est des gentils, puis on veut le bien de l'humanité. Non, c'est pas ça. Ce que je veux dire par là, c'est que j'étais surpris parce que je me disais, si on y a réfléchi, peut-être qu'on est
plus protégés par rapport à tout ce qui est du domaine de ces, Ishan l'a dit, ces stéréotypes, ces préjugés, potentiellement ces actes discriminatoires. Et en fait, en se testant sur la base de cette science psychologique, on arrive assez vite à voir que nous sommes toutes et tous à risque d'avoir des a priori inconscients. Donc je pense que du côté du soignant, de la soignante, on a une façon d'objectiver le risque de souffrir de cette cascade à partir d'un a priori inconscient, d'aller du stéréotype au préjugé et du préjugé potentiellement à l'acte discriminatoire. Donc je pense que ça, c'est peut-être plus précis. Du côté de la patiente et du patient, moi j'ai envie de vous dire que l'unique chose qui compte, c'est sa réalité pour moi comme soignant. Donc s'il y a un vécu de souffrance, que ce soit à cause de ce qu'elle a soi-disant entendu ou de son voile ou de ses expériences passées, en fait, pour moi, c'est pas très, très important de savoir où est la véracité du problème. Le fait, c'est que je suis face à une personne qui est souffrante. Et a priori, les patients, quand on est dans la posture de soignant, on les croit. Toujours. Toujours. Sans naïveté, mais on part du principe qu'on les croit toujours. Donc, je dirais que peut-être d'avoir la certitude est moins importante par rapport à la certitude qu'il y a eu réelle discrimination que la certitude qu'il y a réelle souffrance. Ce test dont vous parlez, c'est un peu une sorte de check des privilèges pour tout le monde, pour les soignants. Peut-être si on vient à la thématique, à la troisième thématique que je voudrais qu'on explore dans cette table ronde en public ici au HUG, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mis comme moyen pour lutter contre ces phénomènes de discrimination dans les soins, non seulement au plan individuel, mais aussi au plan des institutions? Et peut-être que Eshan Ganou, vous pouvez nous en toucher un mot, vu que c'est votre spécialité ici au HUG. Alors, au HUG, en tout cas, je pense qu'il y a une réelle prise de conscience et il y a une volonté de vouloir améliorer le bien-être de ces patients. Le conseil d'administration a rajouté une 5e valeur aux valeurs relationnelles, qui est égalité et inclusion. À la suite de cette valeur, il s'est décliné plein d'actions. Il y a le programme diversité, égalité et inclusion qui a été créé, pour implémenter mieux cette 5e valeur. Il y a un mandat qui a été donné à un groupe de travail qui s'appelle Ugalier des diversités, dont le but est de travailler sur l'amélioration du recueil de données, d'améliorer notre système informatique, de pouvoir notifier par exemple une identité de genre, un pronom d'usage, un prénom d'usage. Il y a tout un axe qui s'occupe de la formation du personnel soignant, de les sensibiliser aux enjeux spécifiques de santé des personnes LGBTIQ+. Il y a la création du poste que j'occupe, qui est pour accompagner les patients, pour apporter du soutien aux équipes également. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la création du programme patient partenaire avec qui on travaille étroitement. Donc il y a aussi ce changement de culture où on travaille un peu dans cette optique de nothing about me without me. Donc où on implique, on essaie de faire en sorte que les patients soient partie prenante dans les prises en soins. Concrètement, ça veut dire quoi rien à propos de moi sans moi? C'est-à-dire qu'on met les patients à table. Ils ont une place et on prend des décisions. On prend pas des décisions sans tenir compte des besoins des patients et du vécu des patients. Et les patients interviennent aussi dans les séances de formation, ce qui permet aussi d'enrichir ce qu'on dit, d'appuyer, humaniser aussi la relation. Et là, on a des retours aussi de professionnels qui sont très 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 satisfaits de cette manière de faire. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche parce qu'on a des satisfactions des patients, on a des satisfactions des professionnels. Après, ça marche pas aussi vite qu'on aimerait parce que les HUG, c'est une grande institution. Je veux dire, quand vous travaillez dans une petite structure, vous voulez changer votre formulaire et le rendre plus inclusif, vous rajoutez une case, vous mettez neutre, au HUG, ça prend 10 ans. Donc voilà, il y a des latences institutionnelles, tout prend énormément de temps.
Et voilà, on doit aussi composer avec cette réalité. On est une grande institution, il y a 12 000 employés, il y a un turnover incroyable. Donc on peut former une équipe, mais on revient dans 6 mois et l'équipe a complètement changé. Donc voilà, il y a aussi ce principe de réalité qu'il faut tenir compte. Patrick Bonneman. Ouais, je pense que, disons, quand j'entends Hishan, j'ai envie de me dire, il fait bon d'être à Genève. Et c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de belles choses qui se font. Je pense que à Lausanne, on est aussi bien servi. On a la possibilité de faire un certain nombre de choses. Je pense que si ça a pris 10 ans à 12 000 employés ou à une institution de 12 000 employés, ben nous, on est encore en retard. On a à peu près la même taille et puis c'est pas encore prêt, disons, ces données administratives. Donc, effectivement, ça prend du temps. Je trouve que c'est intéressant qu'Hishan commence avec les aspects structurels parce qu'effectivement, il faut changer les institutions dans lesquelles les acteurs de soins que nous sommes travaillent. Et puis, en termes de changement institutionnel, je pense que les chartes ont leur raison d'être, en commençant par la charte du professionnalisme, parce que c'est quand même de ça dont on parle aussi, d'abord, mais peut-être aussi les chartes par rapport à la diversité et l'inclusivité. Et je pense que là, il y a beaucoup d'efforts sur cette partie du pays qui sont faits actuellement. Au niveau structurel, une des questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on a des données par rapport à l'équité des soins avec cette orientation par rapport aux actes discriminatoires au niveau du système sanitaire suisse? Est-ce que le bilan de fin d'année des institutions regorge d'indications par rapport aux inéquités en lien avec des actes racistes? Puis la réponse est non. C'est clairement, on n'a pas ça. On n'a pas du tout ça. Et avec l'équipe de Genève, du côté de Lausanne, on a fait une enquête au niveau national pour essayer de mettre en évidence quels seraient les indicateurs d'équité qu'on pourrait mettre à l'agenda de tous les hôpitaux en Suisse. Et puis vous savez, ça prend du temps, il faut y aller tranquillement, puis on a commencé avec des choses toutes simples qui commencent par la communication, l'interprétariat, bref, des choses de base. Donc on n'y est pas encore tout à fait, mais c'est un début. S'il y a le côté structurel, je dirais qu'il y a aussi le côté des individus, des acteurs du système de soins. Et moi je pense, et Hishan l'a dit, en commençant par l'introspection, on peut aller ensuite à la formation. Puis la formation, il faut que ce soit une formation effectivement incarnée et prendre des patients, par exemple, racisés pour parler du cours sur le racisme dans le système des soins, surtout quand on est une personne comme moi, c'est absolument essentiel parce qu'autrement, il y a quelque chose de l'ordre de... Une personne comme vous entendez une personne blanche? Ouais, blanche, cinquantenaire, médecin, cisgenre, hétérosexuel, et qui parle de toutes ces thématiques. Comme dirait mon fils impertinent, de quel droit? Ben, peut-être parce que je suis un peu un allié naturel pour différentes raisons personnelles, mais aussi professionnelles, parce que ces questions d'inéquité arrivent en particulier à ces populations-là. Mais je pense que la formation avec, comme l'a dit Hishan, c'est absolument essentiel. Et puis le dernier point que j'ai envie de dire, nothing about me without me, c'est aussi dans le domaine de la recherche. Et je pense qu'on doit inclure les populations qui nous intéressent dans les recherches cliniques que l'on fait pour en savoir plus sur ces populations et pour être meilleur. On revient toujours à ces données, mais ces données doivent être appuyées par des personnes de la communauté qui viennent à table, comme ça a été très justement dit, y compris dans le domaine de la recherche. Myriam Dergam, nous autres provinciaux, romans et romandes, on a l'habitude de regarder ce qui se passe mal de l'autre côté de la frontière parce que ça nous fait nous sentir mieux et on aime bien en rire, que ce soit dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Qu'est-ce qui marche en France et qu'on pourrait peut-être appliquer ici? Alors moi j'enseigne, je trouve que les jeunes sont une source de réconfort énorme parce qu'ils sont intéressés dans plein de choses. On a souvent ce cliché où ils veulent rien entendre, mais en fait non. Cela dit, il y a aussi la réalité des études et la réalité de faire 4 heures de cours sur le racisme ou rester chez soi et travailler l'appareil cardio-pulmonaire pour le concours qui a lieu dans 2 semaines. Il y a une réalité. De la même façon, pour former les professionnels, il y a ceux qui ne veulent pas se former parce que ça demande beaucoup d'humilité d'accepter qu'on ne sait pas tout. Et il y a aussi tout simplement ceux qui ont des contraintes de temps. On fait 80 heures par semaine, on ne peut pas quitter notre poste. Si on quitte notre poste, ça veut dire que notre collègue fait double boulot et puis de toute façon, il ne peut pas y aller aussi. On a des contraintes institutionnelles qui sont énormes. C'est pour ça que je pense qu'il faut former les jeunes tôt parce qu'ils ont un peu moins de choses à faire. Mais encore une fois, comme je le dis souvent, dans 20 ans, 30 ans, je serai dépassée et ce sera à ces jeunes-là de me former et ce sera à moi d'accepter de me former. Et il faut sans cesse
renouveler nos connaissances. Ces questions-là, il y a peut-être 20 ans, n'étaient pas sur le devant de la scène, et c'est important de se tenir à jour. Ça, vous nous dites où ça coince, c'est un peu par là peut-être qu'on va finir la discussion, mais du coup, est-ce qu'il y a des exemples de choses qui marchent bien, qui sont peut-être mises en place en France, dont on pourrait s'inspirer ici? Alors, il y a les heures d'enseignement de sciences humaines et sociales, mais encore une fois, j'interviens pas de partout. Et il y a des DU, des diplômes universitaires d'accès aux soins et lutte contre les discriminations. On a aussi des DU de santé sexuelle, on a des DU de précarité, de migration, de soins aux migrants. Il y a beaucoup de professionnels qui s'investissent. Et je crois que c'est la note positive qu'il faut garder, c'est qu'on a quand même beaucoup de professionnels qui s'investissent. On n'est pas parfait, mais au moins on essaie de s'investir. On voit ça en Suisse aussi, de plus en plus de professionnels qui s'investissent dans ces questions-là, qui sont peut-être pas directement touchés, mais qui au moins les empoignent. Alors disons, avec Ishan, on reproduit un peu quelque chose de l'ordre du succès, parce qu'en fait, on s'est connus dans le cadre d'une formation certifiante qu'on organise avec Mélissa Dominici-Dao, puis il est là ce soir, non seulement en train de témoigner, mais aussi de dire tout ce qu'il fait comme professionnel. Donc moi, je suis très convaincu par rapport à l'aspect de la formation. Je pense que définitivement, cette formation, qui probablement, idéalement, devrait être une formation aussi dès l'école, me semble-t-il, par rapport à ces aspects, qui devrait être une formation sociétale. Mais définitivement, ce qu'on voit dans les auditoires, c'est des étudiants de soins infirmiers, des étudiants du côté social, des étudiants du côté médical, qui sont diversité, qui incarnent diversité. Et dans le fond, quand on leur parle, il faut faire attention parce qu'on passe un petit peu pour ringard, parce que c'est tellement évident pour certaines et certains qu'il faut adapter le niveau de ce qu'on va apporter à cette réalité. Et ça, je pense que disons, ça génère une forme d'optimisme, en tout cas une forme de « il faut continuer ». Peut-être dans les mesures qu'on n'a pas évoquées, qui sortent un tout petit peu du cadre, mais il y a l'individu, le soignant, il y a les institutions, mais il y a aussi la structure, la société civile autour. Et je pense qu'on doit être appuyé par un certain nombre de normes pénales antiracistes. Très clairement, je pense que l'article 261 bis du Code pénal a montré ses limites. Et il faudrait qu'il y ait un travail. Alors là, c'est un soignant qui s'exprime sur ce qu'il connaît moins bien, mais dans le fond, il est peu efficace, cet article, dans son application. Pourquoi? À cause de la à cause de l'imposition de la publicité, de l'injure, par exemple? Alors, dans ma compréhension, les événements doivent être d'une telle évidence avant qu'on puisse dire « OK, on peut l'actionner », que dans le fond, tout ce dont on a discuté par rapport aux microagressions, par rapport à c'est pour rire, etc., ça rentre pas là-dedans, alors que ça génère souffrance. Ils doivent être très, très évidents, c'est juste. Et en plus, ils doivent avoir été dits publiquement. C'est-à-dire, si c'est quelque chose qui m'est arrivé, moi, dans mon activité journalistique, on m'a traité de maudit PD par email. Quand je porte plainte, il n'y a pas de condamnation pour discrimination à caractère homophobe, mais une condamnation pour injure, parce qu'en fait, c'est pas une injure qui a été dite publiquement sur les réseaux sociaux, dans la rue ou dans un auditoire. Donc il y a une limite, et puis ça a été évoqué au départ dans l'introduction, ces centres de conseil. Moi, je pense que c'est une très très bonne chose, mais dans ma compréhension, les moyens n'y sont pas. Donc si on a des statistiques qui sont faibles, peut-être que le relevé lui-même ne peut pas se faire parce que les moyens n'y sont pas. Donc il y a vraiment cette émanation dans les cantons de la Commission fédérale contre le racisme, qui est une bonne institution, qui fait un super travail. Il y a eu l'interview de la nouvelle directrice ce matin dans les news. Je pense que là aussi, il y a question d'un point de vue sociétal, d'un point de vue politique, d'orientation, il faut que ça aille au-delà des HUG, au-delà du centre hospitalier universitaire vaudois, il faut que ce soit quelque chose de sociétalement incarné. Et je pense qu'avec ces mesures au niveau de l'individu, en tant que soignant, des institutions sanitaires, dans une société qui structurellement, dans le fond, combat ce racisme systémique, ça, je pense que ça va aller dans le bon sens. Et il y a plusieurs choses qui vont dans le bon sens. Vous parlez de société. La société est à mes yeux, assez divisé sur ce genre de questions. Il y a des gens qui sont très impliqués, qui sont très informés. Il y a au milieu une multitude d'individus qui sont pas du tout informés, qui ne s'intéressent pas. Et puis après, il y a peut-être un autre pourcentage qui est dans l'opposition extrême et qui organise peut-être
ce retour de balancier aujourd'hui et ce retour en puissance des mouvements anti-progressistes. Est-ce que dans le milieu des soins, dans le milieu estudiantin en médecine et autres domaines de soins à la personne, vous remarquez aussi ces scissions-là et ces résistances-là? Tous les trois, vous travaillez avec ce genre de public. Est-ce que vous pourrez peut-être nous en dire un mot? Juste avant de répondre à votre question, je vais juste rajouter par rapport aux mesures, il y a pas que des choses structurelles des fois à changer, il y a des petites choses qu'on peut faire à notre niveau et qui ont un impact très 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 positif sur la santé des personnes. Par exemple, mettre le référencement de ses pronoms dans votre signature, ça prend vraiment rien du tout et c'est un signe pour ces personnes. Donc son pronom peut-être. Exactement. Ben moi, j'utilise les pronoms il et lui. Ben je le mets entre parenthèses dans ma signature institutionnelle. Et ça, c'est un signe. Et j'envoie un message de safety à la personne qui reçoit un message de. Je suis désolé, ce soir, j'utilise beaucoup de termes en anglais. Je sais pas ce que j'ai. Donc ça rassure la personne qui reçoit ce message-là. Mettre des protections hygiéniques dans les toilettes chez les hommes, parce qu'il y a des hommes qui menstruent. Et ben, c'est des petites choses qu'on peut faire. Changer le pictogramme sur les WC. On n'a pas besoin de démolir les toilettes pour refaire des toilettes inclusives, neutres. Juste changer le pictogramme, ça fonctionne très bien. Donc voilà, je voulais juste rajouter ça. Il y a aussi des petites choses à notre niveau qu'on peut faire. Et puis pour répondre à votre question, oui, c'est vrai, c'est un sujet qui est extrêmement polarisé. Aujourd'hui, on se polarise sur, enfin, on se prononce sur tout, même quand on n'est absolument pas du tout expert. Et il y a encore plus de recrudescence, j'ai envie de dire, de ces crispations, de ces oppositions. Et en tout cas, au HUG, ce qui est assez clair, c'est d'avoir justement une ligne très comment dire, institutionnelle, avoir une valeur et de dire que voilà, on a quelque chose au HUG qu'on ne peut pas décliner. Il y a des valeurs, il y a une charte éthique d'ailleurs qu'on a dû signer. Donc on renvoie les gens à leurs responsabilités professionnelles, que si vous travaillez dans cette institution-là, vous devez vous comporter de cette manière-là, et puis qu'on ne rentre pas dans le débat sociétal, parce que sinon c'est pas possible, on ne s'en sort pas. Quel genre de résistance on rencontre quand on donne des formations? Parce que quand on parle avec des gens qui donnent des formations sur la population LGBTQIA+ dans le monde professionnel, ou sur la population racisée dans le monde professionnel, auprès des polices, auprès des fonctionnaires étatiques ou dans les entreprises privées, on sent souvent qu'il y a des résistances, des gens qui n'ont pas envie d'écouter, ou qui leur rentrent peut-être un peu plus dans l'art. Est-ce que ça, c'est des choses que vous vivez aussi au sein de vos institutions? Et si vous en vivez, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples un peu concrets pour qu'on puisse se faire une idée, nous qui sommes extérieurs? Alors oui, clairement. Moi, j'en vis régulièrement, et encore plus récemment, j'ai envie de dire. Je pense que la question du genre est très polarisée parce que ça touche vraiment à des fondements de la société. Ça touche à la définition du genre, de ce qu'on donne. Ça touche à des valeurs fondamentales. Et puis aussi parce que on démontre avec cette déconstruction du genre que c'est une construction sociale. C'est une construction sociale qui donne des pouvoirs économiques, sociaux à certains individus. Et en fait, il y a des gens qui sont menacés par ça. Donc ça, c'est une chose. Et les types se sentent menacés. Se sentent menacés, oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Qui sont. Ah, pardon, qui se sentent menacés, oui. Et ce que je vis, ce que j'entends régulièrement, c'est que ça n'a pas sa place à l'hôpital, c'est du wokisme à l'hôpital, que font les islamo-gauchistes au HUG, voilà. D'ailleurs, je pense que c'est un terme importé, ça d'ailleurs, parce que moi, on me demande souvent si je suis un lobbyiste LGBT. Ouais, voilà, entre autres. Enfin voilà, plusieurs. Myriam Dergam, comment c'est en France? Alors déjà, je suis
impressionnée d'avoir entendu tout ce qui se faisait en Suisse. Déjà votre mère aussi, qui a fait un discours très, très vrai et très, très renseigné. Je serais peut-être légèrement moins optimiste. En tout cas, on a aussi ce problème, ce grand wokisme, ce grand remplacement, tout ce qu'on veut, ces islamo-gauchistes, tout ça. Alors, en tant que prof, j'ai jamais eu vraiment de soucis avec mes étudiants, si ce n'est une fois qui me disait que les femmes violées l'avaient cherché et qu'elle, en tant que catholique, ça ne lui arriverait jamais. On lui a rappelé les prêtres pédophiles et elle n'avait plus rien à dire. Donc, on arrive toujours à s'en sortir. Maintenant, c'est vrai qu'on me reproche souvent d'être militante parce qu'encore une fois, j'ai la tête de l'emploi. Et c'est compliqué. Et l'idée, c'est de se dire qu'on fait des sciences sociales, qu'on a des données, qu'on a des chiffres, qu'on a des témoignages et que c'est pas juste quelqu'un qui apporte son avis parce que, comme vous le disiez, les gens ont plein d'avis pas renseignés sur les questions. Je voulais rebondir sur quelque chose, puis j'ai oublié. Ah oui, sur ces questions d'intersectionnalité. Une fois, par exemple, aux urgences, un médecin me disait, oui, c'est un syndrome méditerranéen. Je lâche pas toute la soirée, puis à la fin de la nuit, il me dit, oh, t'as raison, elle était peut-être juste hystérique. En fait, voilà, on s'arrête pas, quoi. Il y a tellement de choses à faire que, voilà, ces questions de genre, ces questions de privilèges. Et vous disiez, ils se sentent menacés. Et j'ai des étudiants sages-femmes la dernière fois qui me disaient, mais on comprend pas pourquoi ça change pas. Mais en fait, parce qu'ils sont menacés. Des études sur les écoles d'architecture et sur les postes d'architectes montraient que, au début, les premiers employés étaient les hommes blancs, puis en second, les hommes noirs, puis en troisième, les femmes blanches, puis en quatrième, les femmes noires. Mais si on enlève ça et qu'on se met tous à égalité, bah évidemment que ça devient plus compliqué. Quand moi, en admettant que le parcours de la vie, c'est un marathon, je suis partie avec une jambe dans le plâtre et qu'on me dit qu'on va me l'enlever et que je vais bien courir comme tout le monde, et que celui qui avait 2 jambes dans le plâtre, 2 bras et le nez cassé, ben, il l'aura plus. Évidemment, pour celui qui était en tête de file, c'était compliqué. Donc c'est accepter aussi de remettre certaines choses en question et de se dire, ben ok, à égalité, ça veut dire que l'autre personne n'a pas à travailler 2 fois plus, donc je peux pas travailler 2 fois moins pour arriver au même résultat. Donc ça peut être compliqué aussi à vivre, faut l'avouer. Patrick Bodenman, des résistances à l'Université de Lausanne. Ouais, oui. Bien sûr, je ne sais pas si forcément à l'université, mais disons, c'est un peu le pain quotidien, c'est-à-dire que quand on décide de faire le métier avec ces orientations-là, ben, c'est probablement une motivation intrinsèque qui nous porte et pas forcément la visualisation d'une carrière académique fantastique et linéaire. C'est peut-être ça, peut-être ce qui nous définit, me semble-t-il, parce qu'on pense que c'est vraiment important de le faire ainsi. Moi, quand j'ai été nommé professeur associé, je crois, il y a ce qu'on appelle le conseil des sages, le conseil de faculté, et quelqu'un a fait le commentaire, un professeur ordinaire, réputé, Bodenman, il faudrait plutôt l'envoyer à Lampedusa. Donc Lampedusa, la migration forcée, etc. Donc ça vous donne un peu l'air du bureau, c'est-à-dire qu'il y a encore du travail. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que je pense que j'ai pas besoin d'aller à Lampedusa pour faire le travail que je fais, notamment auprès des requérants d'asile et des réfugiés statutaires. Mais je dirais que ce que j'ai appris avec le temps, c'est peut-être, si on veut rester dans le système, il faut jouer avec les règles du système. Et en ce qui me concerne, j'ai décidé d'avoir une clinique bigarrée, c'est-à-dire que j'ai décidé juste d'ouvrir les portes à tous les patients qui voulaient bien venir, puis de donner des soins de qualité. J'ai décidé de faire un enseignement qui galvanise les troupes, c'est-à-dire que j'y mets beaucoup d'énergie pour effectivement essayer de prendre avec. Mais c'est pas si difficile que ça. Moi, j'ai aussi cette même impression. C'est qu'aujourd'hui, les étudiants et les étudiantes répondent parce que ça leur parle. Moi, cette semaine, j'ai eu, peut-être c'est la semaine par rapport au racisme, mais j'ai eu 2 étudiantes qui ont dit, monsieur, je veux faire un travail de master avec vous. Super. Par rapport aux questions raciales, ces 2 jeunes étudiantes noires. Fantastique. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Puis, comme on est dans un milieu universitaire, il faut faire de la recherche. En tout cas, moi, je dois faire de la recherche. Puis là, il faut faire une recherche robuste pour être dans la même ligue que les autres. Comme ça, lorsqu'on amène les choses, ben, on les amène avec toute la tranquillité du monde parce qu'on peut être jugé sur les mêmes critères que les autres et puis ça marche. Puis le dernier élément, c'est qu'effectivement, moi, j'ai jamais été taxé d'islamo-gauchiste ou que sais-je, mais je dirais, ce que j'ai appris aussi, c'est que nous, on ne peut pas faire ce qu'on ne sait pas faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être des activistes militants en train de crier dans la rue. On peut le faire, mais il faut sauter la blouse à ce moment-là. Donc, c'est comme membre de la société civile. Quand on a la blouse, ce que moi, j'essaye de faire avec nos équipes, avec les équipes avec qui je travaille, c'est un plaidoyer qui est basé
sur l'évidence scientifique. Ça, on sait faire. Et avec ça, on est beaucoup plus puissant, j'ai envie de dire. C'est beaucoup plus satisfaisant. Mais c'est vraiment pas un plaidoyer aveugle, c'est pas un plaidoyer juste sur la main sur le corps, c'est un plaidoyer qui est basé sur l'évidence scientifique. Et qui nous amène des données dont on a urgemment besoin ici en Suisse. Et peut-être ça nous permet de faire un dernier tour de table de cette table, de ce panel, pardon. Et pour conclure, de se dire qu'est-ce qui reste encore à faire, si on avait une baguette magique et qu'on pouvait décider d'un programme super efficace pour changer notre logiciel sociétal ou notre logiciel dans le système de soins au regard de ces discriminations dont on a parlé ce soir, ce serait quoi à vos yeux? Disons, moi, si j'avais une baguette magique ce soir, je dirais que le Fonds national décide de financer de manière énorme tous les projets qui touchent à des aspects de discrimination et en particulier de discrimination raciale. De telle façon à ce que lorsqu'on se retrouve dans 3 ans, on arrive avec des données extrêmement solides. Ça ne veut pas dire que la société aura suivi puis que tout sera meilleur, mais ça veut dire qu'on sera un peu plus fort parce qu'on aura une évidence scientifique. Je dirais c'est peut-être ça que je demanderais. Et puis peut-être juste pourquoi du coup ça coince, pourquoi l'argent ne coule pas à flot sur ces thématiques? Disons, je pense que tous les domaines qu'on représente, les 3, sont des domaines qui, pour être financés, peut-être doivent être encore meilleurs que les autres, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on ne nous juge pas tout à fait au même niveau. Parce que souvent, en tout cas moi, il y a quelques années, on me disait « Mais pourquoi tu vas enseigner un peu du social ?» Je disais « Mais non, il me semble que c'est de la médecine, mais les déterminants sociaux, ça fait partie des causes de maladies. Donc c'est ça qu'on va enseigner aussi. » Je veux dire, cette semaine, il y a une rencontre ici à Genève, une fois de plus, de l'OMS sur l'importance des déterminants socio-économiques de la santé et de la maladie pour plus d'équité dans les soins. Il y a 80 pays qui sont réunis, des ministres, bref, tout le monde. Et c'est extraordinaire, ça a redoublé d'importance suite au Covid. On s'est dit, tiens, le Covid, ça nous a réappris des choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, disons, je me suis perdu avec mon truc sur l'OMS, votre question, excusez-moi. La baguette magique, les données. Pourquoi c'est pas comme ça? Je pense que il me semble que c'est une question de maturation des uns et des autres. Et il me semble que si ce soir on peut se permettre de parler de racisme, c'est qu'on a un peu mûri aussi, que si les institutions créent ce genre d'événements, et je pense que le Fonds national ou tout organisme de financement doit aussi apprendre un peu plus que, quand on parle du racisme systémique, structurel ou que sais-je, c'est pas du social au sens négatif du terme, c'est peut-être du social care, donc c'est des soins dans un contexte social, mais ça c'est noble. Donc peut-être qu'il faut aussi bien informer, il faut prendre un bon narratif, être explicatif pour convaincre. Eshane Ganou, votre abracadabra. Alors je vais revenir à ce que je disais au début, je pense qu'en tant que les professionnels aujourd'hui ont vraiment besoin de déconstruire cette vision très paternaliste et masculiniste du soin, au même titre qu'on doit déconstruire notre vision androcentrée des soins et peut-être travailler beaucoup plus avec les patients, avoir une vision encore plus, renforcer notre rôle d'advocacy du patient, encore un autre terme anglais. Androcentré, ça veut dire la médecine qui s'est fondée sur le corps de l'homme. Ouais, des hommes. Cis. Voilà. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Bodenman. Il nous faut de l'argent, beaucoup d'argent, et des gens qui lisent les rapports que des gens très très intelligents font. Parce que le problème, c'est qu'il y a plein de gens très très intelligents qui font des rapports, qui sont mis dans des placards et qui ne sont jamais lus. Donc les bonnes décisions ne sont pas prises. Et je reviens sur ce que vous disiez, le social fait partie de l'humain parce qu'on soigne un être humain. Et dans la médecine, comme on l'apprend aujourd'hui en France, on apprend le fonctionnement de tout le corps humain, toutes les maladies, tous les traitements de toutes les maladies, les 3e lignes de chimiothérapie qui n'existeront plus dans 10 ans, et qu'au final, on a perdu cet aspect de « on soigne avant tout un humain ».
Donc de l'argent et de l'humain, c'est tout ce qu'on c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci à vous trois de nous avoir donné de votre temps, de vos témoignages, de vos expertises. J'ai eu du plaisir à vous écouter, à essayer de vous lancer, de vous piquer parfois. Ça ouvre un espace de discussion avec l'auditoire ici au HUG. On va passer des micros dans la salle si certaines personnes ont l'une ou l'autre question pour une ou l'autre des participantes ou participants à cette table ronde. Merci. J'avais une question pour... bonsoir, Lynn Berthollet. J'avais une question pour le professeur Bodenbahn par rapport aux données scientifiques et au sérieux de ça. Ma question, je vais la tourner un peu provocatrice. Vous y croyez vraiment? Parce que j'ai vraiment le sentiment que depuis 3-4 ans, même d'amener des faits scientifiques démontrés sérieux, c'est remis en cause. Si je regarde par exemple ce que fait la WPAS pour la santé des personnes trans, on voit en France que la haute autorité de santé qui veut faire une prise de position en respectant les mêmes règles que dans tous les autres domaines de ces prises de position, elle est obligée par un tribunal de dire qui seront les experts, et les experts sont déjà attaqués parce que c'est des scientifiques, mais ils sont un peu comme vous disiez tout à l'heure, ils sont déjà pris pour des militants gauchistes, islamo, tout ce qu'on veut. Et il y a la même chose à l'OMS avec le groupe des 22 experts sur les questions de santé trans, où avant même qu'ils se soient réunis, ils sont déjà classés, etc. Donc, puis on le voit dans d'autres domaines. Hein, pour le climat aussi, c'est la même chose. Enfin, bien de vos collègues scientifiques se plaignent d'être jamais entendus. Donc, est-ce que vous croyez encore à ce que... vous allez me dire, il n'y a pas d'autre solution que celle-là, donc il faut bien la faire, mais ça m'intéresserait... Vous vous découragez pas de ça? En fait, je pense que ça fait écho à un papier qu'il y avait dans le journal du Fonds national qui s'appelle Horizon, qui est un bon journal, je trouve, un peu plus de vulgarisation. Et puis, il y avait effectivement cette question, c'est-à-dire les données scientifiques. Est-ce que vraiment on y croit toujours? Est-ce que ça fait vraiment changer les choses au niveau sociétal? Puis, il y avait une prise de position par un scientifique qui disait « mais oui, bien sûr », puis un autre scientifique qui disait « non plus vraiment ». Puis je pense que l'optimisme était plutôt d'un côté par rapport à l'autre. Je pense qu'il ne faut pas être naïf, vous avez raison, il y a des prises de position que, quelle que soit l'évidence, ça ne va pas la faire, parce que c'est plutôt une question d'orientation politique, c'est une posture, c'est autre chose. Néanmoins, il me semble que quand on lance un certain nombre, disons, d'implémentations, de possibilités, d'études, etc., il y en a une de temps en temps qui croche, qui fait quelque chose par rapport aux décideuses et aux décideurs. Et j'ai envie de continuer à croire à ça. J'ai envie de continuer à croire que ça peut aussi marcher. Mais vous avez raison, il ne faut pas être naïf, il ne faut pas être naïf. Il faut se dire qu'il faut, comme l'a dit Echan, continuer à faire des mesures structurelles simples à petite échelle. Il ne faut pas attendre, et c'était un peu, je crois, moi ce que j'ai appris pendant cette semaine, d'avoir les super données pour se dire qu'il y a peut-être un problème de racisme. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça doit marcher, parce qu'autrement, on va attendre encore 20 ans si on commence à mettre les choses en route. Donc je dirais que les données, c'est en plus, ça fait partie du tout, et j'ai envie de continuer à croire que de bonnes données, dans le cadre d'une recherche robuste, peut faire changer un certain nombre de choses. Mais ça doit être accompagné de personnes qui y croient, qui, avec ou sans les données, continuent à fomenter des changements, continuent à faire que le quotidien de nos patientes et nos patients soit un peu meilleur. Et notamment, et j'aime bien l'idée qui a été exposée, avec des petites choses. Donc, je vous comprends parfaitement, mais je veux continuer à y croire encore un peu. Une autre question du public? Oui, moi, merci. Bonsoir et merci pour... Vous avez un micro? Oui, c'est bon. Oui, oui. Voilà. Pardon, je ne le voyais pas. Je n'ai pas mes lunettes. On m'entend ici?
Oui, c'est bon, merci. Alors, bonsoir et merci pour vos interventions très riches et très éclairées, très éclairantes surtout. Merci. Alors, j'ai deux questions. La première se porte, elles sont liées en tout cas à la thématique de la représentativité. La première, c'est de savoir est-ce qu'il y a des chercheurs noirs ensuite en Suisse qui s'inscrivent dans ce axe de recherche, discrimination dans les soins, discrimination raciale dans les soins. Et si oui, est-ce que vous pourrez citer des cas d'études, des recherches, est-ce qu'ils sont connus? Est-ce que ces recherches-là sont bien représentées? Ma question, elle est intéressée dans le sens, cette population, justement, qui est une population noire, par exemple, sous-représentée, est-ce que elle-même, elle est intéressée justement à mener des études spécifiques sur des cas de maladies particulière de cette population et qui n'est pas visible, qui pourrait représenter un gap dans le domaine de la médecine. Je peux porter deux exemples en ce sens. Il n'y a pas si longtemps, j'assistais à une conférence, par exemple, où des techniques de communication et l'intervenant, à un certain moment, j'étais juste devant et c'était ça qui était encore beaucoup plus intéressant parce que j'étais vraiment au premier plan de la salle et l'intervenant disait justement pour les femmes qu'il y a des points ou des tenues, des postures particulières qui étaient embarrassantes et que c'était facile de le voir parce qu'elles rougissent. Et donc à ce moment, on peut voir, par exemple, le changement de teinte de couleur, etc. Et moi, j'étais juste devant et la seule femme noire de la salle. Donc, bien entendu, j'ai dit, mais comment on voit ça sur moi? Donc, c'est vrai que, par exemple, lorsqu'on parle de présentation, de ressenti, par exemple, de douleur, mais peut-être que d'une certaine manière, on peut voir quelqu'un qui est vraiment en souffrance bien avant que la personne ne dise sur la teinte de peau, etc. Mais si sur une personne avec une peau, avec une pigmentation plus foncée, donc c'est la parole qu'il faut prendre en compte, comment ça se fait dans la médecine. Autre chose, il y a une amie qui est très très jeune. Qui a les questions. Ah, non, c'est toujours la question de représentation, mais je veux dire que c'est vraiment deux exemples que j'ai en tête et qui me questionnent. Elle est très jeune et elle a grandi ici. Elle est d'origine, en fait, ses parents sont d'origine caribéenne, donc noirs, comme moi. Et elle a dit que, justement, que son médecin l'a conseillé de suivre un ostéopathe parce qu'elle est trop cambrée. Tandis que moi, de là où je viens, elle n'est pas du tout trop cambrée. C'est quelqu'un qui est juste bien en forme, comme on dirait chez moi. Mais ici, on considère qu'elle est trop cambrée et qu'elle doit suivre, justement, des thérapies. Et je me disais, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que dans la médecine, par exemple, il y a une morphologie exacte pour une certaine courbe d'âge, etc., pour femmes? Ou du moins, non, c'est un biais. Donc, c'est pour ça que je parlais de représentativité. Merci. Alors, je ne connais pas le cas de la Suisse, je l'avoue. Mais oui, il y a beaucoup de chercheurs et chercheuses, pas que sur les questions noires, sur le question de l'antisémitisme des chercheurs juifs et juives, sur la grossophobie, etc., etc. Pour ce qui est des personnes noires, je mange souvent les noms, mais il y en a une, notamment en Belgique, qui travaille beaucoup sur le colonialisme et qui est assez connue dans son domaine. Je retrouverai son nom tout à l'heure sur Instagram, mais là, il me revient pas. Pour ce qui est de la cambrure, il y a des études qui sont... Enfin, je parlais de la grossophobie parce qu'il y a des études qui sont faites justement pour se dire que l'IMC, finalement, c'est une norme blanche, qu'elle ne correspond pas à tout le monde, qu'elle ne correspond pas à toutes les morphologies, et que, ben voilà, la cambrure, j'ai pas la réponse, mais en fait partie. La dermatologie sur peau noire commence à être étudiée. J'ai une amie qui a fait une thèse là-dessus il y a pas longtemps. Voilà, donc c'est des choses qui commencent, une amie qui du coup est noire, c'est des choses qui commencent à s'intégrer, et on va dire parce que c'est aussi ce qu'on appelle les immigrés de 3e, 4e génération. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que du coup on est né ici, on est très très français ou très très suisse, qui arrivent à avoir, à avoir grimpé avec l'ascenseur social et arriver à ces postes-là où ils peuvent s'imposer, peuvent faire de la recherche dessus. L'idée ce serait qu'après des gens les lisent. Et vous aviez dit une autre chose sur la représentativité. Oui, la façon d'exprimer la douleur. Alors, il faut se dire que déjà, on n'est pas ethnologue et qu'il faut écouter les gens parce que moi, je viens de Saint-Étienne, donc je suis à 3 heures de vous. Si je vous dis, docteur, j'ai la lourde en ce moment, j'ai besoin de me mettre en caisse. Je parle français.
j'exprime ma douleur, c'est juste que vous l'avez pas compris parce que c'est mon jargon de Saint-Étienne et qui est très très valide à Saint-Étienne. Ça veut dire j'ai des vertiges et j'ai besoin de me mettre en arrêt maladie, en caisse d'assurance maladie. En fait, on peut pas. Il y a une interprétation culturelle à la douleur, c'est sûr, mais on n'est pas ethnologue. Un ethnologue, il va vous dire à Saint-Étienne, en telle année, dans tel quartier, les gens expriment leur douleur, dans ce cas-là, de telle façon. Le syndrome méditerranéen, on dit quand même que toute l'Afrique et les pays de l'Est expriment leur douleur de la même façon. Et pareil pour les faciès douloureux, on ne connaît pas le vécu des gens, on ne sait pas s'ils ont eu un père militaire et que du coup ils ne fronceront jamais les sourcils. Non, en fait, il faut juste croire les gens. Peut-être juste par rapport à votre question de savoir s'il y a des personnes effectivement qui s'intéressent en termes de chercheuses, chercheurs par rapport à cette thématique. Moi, je vous répondrai de la façon suivante. Moi, j'ai pas vraiment connaissance de spécialistes au niveau suisse par rapport à cette question du racisme au niveau sanitaire. Preuve en est, c'est qu'on a fait un symposium en 2023 à Lausanne où, en fait, on a cherché là où le spécialiste, puis en fait, on est allé en France. Donc, voilà, ça répond un peu à la question. Mais ce qui est intéressant, et puis là, on a eu une psychologue et puis on a eu une socio-anthropologue. Et c'était vraiment des personnes qui travaillaient spécifiquement sur ça. Au niveau suisse, ce que je vois, c'est qu'il y a notamment à l'école infirmière de Les Haves, c'est une des écoles infirmières dans le canton de Vaud, une première personne qui m'a fait signe suite à notre rencontre comme celle-ci, mais lundi soir à Lausanne, pour me dire qu'elle voulait faire son doctorat sur ceci. Et j'ai pas son nom en tête. Donc ça veut dire qu'il y a une éclosion. Je vous ai parlé des 2 travaux de master par des deux jeunes femmes noires. Donc, j'ai envie de croire que là aussi, il va y avoir maintenant une poussée, il y a quelque chose qui va se passer, et puis à nous de faire en sorte, en s'appuyant aussi sur les bons exemples, en l'occurrence de la France, pour essayer d'avoir une ligne de recherche qui fasse sens et qui nous fasse pas perdre du temps, pour pas qu'on mette en évidence ce qui a été mis en évidence il y a 30 ans aux États-Unis, c'est pas de ça dont il s'agit. Donc, il faut trouver des bonnes questions. Puis l'autre source de chercheuses-chercheurs, c'est ce forum population et courants migratoires, Université de Neuchâtel, mais ce sont plutôt des politologues, plutôt des sociologues et politologues. Et je crois que de leur côté, il y a une étude qui s'est intéressée effectivement au vécu, cette fois-ci, des soignants, des soignantes noires, qui s'est faite il y a quelques années, et je crois que c'était porté par une personne qui elle-même était noire. Et si vous allez sur ce Swiss Forum for Migration and Population Studies, vous allez probablement retrouver cette référence. Puis j'ai une dernière référence à partager qui n'est pas suisse, malheureusement, qui n'est pas suissesse, ça ne répond pas totalement à votre question, mais qui est magnifique. C'est une jeune médecin, je ne sais plus de quel pays, je crois qu'elle est originaire du Ghana, mais qui est britannique, qui s'appelle Annabelle Sowemimo, avec un W, Sowemimo, et qui a écrit un livre magnifique. Ma fille m'a acheté il y a quelques mois en arrière, c'était le dernier qui était visible dans la librairie. Il était tout jauni, tellement il avait pris le soleil, mais elle me l'a amené. Et en fait, le livre s'appelle Divided, divisé. Et je trouve qu'il est très intéressant parce qu'un de ces postulats, et on en a parlé un tout petit peu, notamment une de vos questions, c'est que le problème du système britannique, c'est qu'il a été fondamentalement créé sur une base coloniale. Et une chose à laquelle je n'avais pas du tout pensé, c'est que la plupart des auditoires des universités en Grande-Bretagne portent le nom d'hommes blancs qui avaient un rapport à l'esclavagisme fort. Et on commence à leur enlever leur nom pour remettre un peu d'ordre dans toute cette histoire. Et je trouve ça vraiment intéressant. C'est un livre qui m'a beaucoup ouvert, mais je ne réponds pas tout à fait à votre question parce que je pense qu'il n'y a pas encore énormément de personnes qui vont dans ce sens-là. Ça fait trop longtemps que j'ai pas eu le micro. J'ai juste une rapide question. Dans ce que vous avez évoqué les deux, on voit que dans certains domaines, on n'est pas égaux. Peut-être nos corps sont pas égaux, notamment dans le domaine de la dermatologie, évidemment. Comment faire pour... Parce qu'on est nouveau face à ce dilemme où on va devoir faire attention à ce qu'il n'y ait pas de raccourci pour qu'on ne retombe pas dans les grandes catégorisations raciales qu'on a connues par le passé. Comment faire aujourd'hui pour être
assez pédagogue finalement pour que la population le comprenne aussi, parce que dans la population il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas ou qui ne comprennent pas qu'on recommence à parler d'ethnie ou de race en termes sociaux, c'est-à-dire en termes de groupes sociaux, de personnes racisées, etc. Et quel est, juste peut-être en deux mots, hein, mais l'outil qu'on a par rapport à ça pour éviter de retomber dans ces catégorisations qui ont eu des effets horribles. Disons, moi, il me semble qu'une des possibilités, c'est d'abord d'en parler, d'être explicite, parce qu'il y a des termes qui, oh là là, on parle de race, oh là 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 là. Mais non, mais il faut en parler pour expliquer ce qu'il y a derrière le concept et surtout ce qu'il n'y a pas. Voilà. Et puis ensuite de ça, il faut jouer peut-être avec les différents termes au niveau, me semble-t-il, du racisme pour pouvoir faire quelque chose avec ceci. Et je pense qu'avec les étudiants et les étudiantes, une fois de plus, ça marche bien. Donc je reviens avec le sempiternel formation, 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 parce que je crois vraiment que c'est un outil qui marche bien. En 2021, il y a un jeune étudiant de médecine de Nigeria. Peut-être vous avez vu ça, ça fait le buzz, notamment dans le monde. Voilà, c'est parti d'Instagram. Et puis, il se pose la question suivante en disant, mais comment ça se fait que j'étudie la médecine que sur des corps blancs? Tout ce que je vois dans les livres, c'est blanc. Quand je fais bref, tout est blanc. Comment ça se fait? Et puis, il fait cette magnifique coupe sagittale d'une femme enceinte noire, d'un fœtus noir, et c'est ça qui fait le buzz. Et puis, pas le temps, ça c'est ici, Le Monde lui fait une interview, et puis, en fait, il s'avère d'abord que c'est vraiment un artiste qui fait ça extrêmement bien. Puis ensuite de ça, ça nous questionne de savoir, est-ce qu'on ne devrait pas enseigner la médecine, les soins infirmiers, que sais-je, en ayant une diversité de patients et de patientes sous forme de nos histoires cliniques, sous forme de... Et c'est un réel enjeu pour essayer d'apprendre plus un art, l'art de soigner, à la lueur de ce qu'est la société. Donc je pense que là, il y a une piste qui est vraiment intéressante et importante. Et moi, je montre ces schémas aux étudiants, et puis ils sourient en se disant, mais ouais, effectivement, c'est incroyable, on n'y avait pas pensé. Ben voilà, ça c'est peut-être un élément utile. Alors moi, je vais nuancer un petit peu, dans le sens il ne faut pas qu'on arrive à une essentialisation, maladie de corps noir, ça n'existe pas, sauf certains cas particuliers, la drépanocytose, la fièvre méditerranéenne familiale. En soi, on peut tous avoir les mêmes pathologies. À quel stade elles sont dépistées, tout ça. Il y a des spécificités de corps, de choses, mais il ne faut pas qu'on arrive non plus dans une essentialisation, même bienveillante. En médecine, on apprend avec des tirets, des cases et des tirets. Et c'est qu'après, on fait des raccourcis faciles. On en a besoin comme gain de temps, d'énergie pour faire un diagnostic rapide. Mais voilà, il ne faut pas qu'on se donne sur cette barrière-là. Pour la dermatologie, bien sûr, pour les normes, pour la grossophobie, il y a aussi des études spécifiques des LGBT faites par des LGBT. J'ai oublié le début de la question. Comment est-ce qu'on va faire pour justement pas tomber dans ces essentialisations? Ah oui. Si on commence à C'est ça. parler de ça dans le public, dans les médias, il y a une certaine partie de la population qui ne va pas comprendre parce qu'on lui a toujours appris que... En fait... Il y a un article qui existe, qui s'appelle un article d'anthropologue qui s'appelle « En finir avec le terme caucasien » et qui justement dit que ça n'a aucune valeur, que les pathologies se traitent en termes de cardiovasculaire, pneumo, ce que vous voulez, mais que l'ascendance géographique, sauf les deux maladies que j'ai dit, donc il n'y a pas de maladie spécifique à un pays, quoi. Et moi, quand on m'a appris le VIH, maintenant je travaille sur les discriminations des patients clés, on m'avait dit le VIH c'est pour les Noirs et les PD. Bon, j'ai levé la main, j'étais pas très contente et j'ai fini par être virée de cours. Mais on oublie par exemple que c'est vrai que les migrants ont plus le VIH, mais qu'ils l'attrapent sur le sol français. Dans mon cours sur la prostate, c'est marqué que les populations noires antillaises ont plus souvent un cancer de la prostate, mais on n'écrit pas que c'est dû au chlordécone, je le prononce jamais comme il faut, au scandale du pesticide. Chlordécone ? Chlordécone. Bon, il y a un O que je ne sais pas placer. Donc voilà, on a ce raccourci facile où du coup on associe noir, cancer de la prostate, sans avoir le contexte historique. Donc ça va être toute la difficulté de remettre un peu de pourquoi et de comment on en arrive aux pathologies. Bonsoir. Je vous remercie les intervenants et puis les journalistes.
Je vous demande de l'indulgence parce que je vais chercher les mots, je vais être un peu hésitant à cause de la fatigue et puis d'une maux de tête persistante qui dure depuis des décennies. Et puis hier, j'étais en train de lire dans les tribunes de Genève et puis je suis tombé sur la page le syndrome méditerranéen. Et puis, j'estime que c'est vous, Monsieur Patrick Bodman, qui avez donné une interview. Et quand j'ai lu cette interview dans les journaux, c'était très pertinent. Et puis, je me suis vu un peu dans ces symptômes. Et ça m'a mis la puce à l'oreille pour venir ici. Et puis ma démarche, c'est pour témoigner et puis trouver de l'aide. Parce que, voilà, comme je l'ai dit au début, depuis des décennies, plus de 20 ans, j'ai mal à la tête. Ça fait 20 ans que je suis en Suisse. Je remercie les autorités. J'ai été bien accueilli, j'ai été intégré. J'ai eu la nationalité de ce domaine. Je n'ai eu aucun problème. Mais par contre, j'ai eu des maux de tête très terribles. Même là où je suis, je souffre énormément. Et puis des fois, quand je suis dans la rue, je pense que tout va s'arrêter. Et puis, je m'en sors miraculeusement. Même là où je suis, c'est avec beaucoup de peine que j'essaye de résister et puis à être là sans exagérer. Vraiment, j'ai des maux de tête terribles. Et mes activités s'arrêtent entre mon travail. Je suis chef de cuisine dans une représentation de mission permanente auprès de l'ONU. Et après ça, soit je dois rester dans ma chambre couchée. Je ne peux pas être dans le public parce que tout le temps on me dit tu as l'air fatigué. Les gens ne comprennent pas et ça me gêne beaucoup. D'habitude, je suis quelqu'un de joyeux. Donc j'évite maintenant même, sauf les amis qui me connaissent bien, je ne me gêne pas à être avec eux. Et d'habitude, je suis quelqu'un de joyeux. Toutes ces joies se sont envolées à cause de ces maux de tête. La seule activité que je fais, c'est la course à pied. Et là, je cours vraiment comme un taureau, vraiment. Et je fais des bons résultats pendant des courses. Et ça, je m'efforce aussi à les faire, mais les gens ne le voient pas. Je m'efforce à faire. Je suis presque dans les 10 premiers de ma catégorie. Mais je le fais avec beaucoup de motivation. C'est la seule chose que je peux faire. Alors, j'ai fait tous les examens possibles. Moi, pertinemment, je sais que ça vient des yeux. Parce que je ne peux pas passer 5 minutes devant l'écran de l'ordinateur sans avoir des maux de tête et des vertiges. Alors, j'ai fait une démarche de désintox numérique. Je ne regarde plus mes téléphones. Je me suis discipliné toute la journée, jusqu'à vers 18h ou 20h comme ça après ma journée. Et quand j'ai fait des examens, les médecins me disent toujours, les ophtalmologues me disent toujours que tout va bien, il faut changer les lunettes et vous n'avez rien. Et ça m'a un peu choqué parce que je souffre, mais en même temps, ils me disent que je n'ai rien, que tout va bien, mes yeux sont avec les lunettes. Non. J'ai fait l'IREM, ils n'ont rien vu, ils ont dit tout va bien. J'ai fait les auditions, tout va bien. Et il y a 3 jours, j'ai fait les cardio, tout va bien. Je suis allé chez les Chinois pour faire l'acupuncture. Ils m'ont piqué partout avec les pointes. Et ça ne va pas. Alors j'ai l'impression d'être seul au monde parce que personne ne se rend compte de la douleur que j'ai. Et on m'a même dit que la médecine, ils n'ont pas une baguette magique. Ça, j'ai entendu des médecins, ça m'a choqué. Et quand j'ai eu un des rendez-vous,
j'ai appelé à la réception, à l'urgence, j'ai dit que je ne viens plus jamais me soigner chez vous. Ça ne sert à rien que je vienne. Donc là, les sentiments, les émotions ont prévalu sur la raison. Je n'ai pas été agréable parce que je souffre. J'ai l'impression que voilà, on ne sent pas ma douleur. Je ne sais pas si je me victimise. Vous voyez? Mais c'est l'incompréhension chez moi qu'en Suisse, pendant 20 ans, j'ai mal à la tête. Là où je suis, j'ai mal à la tête. Je me couche avec ça, je me réveille avec ça. Et tous les diagnostics disent que je n'ai rien. Ça me fait très, très mal. Alors ça, c'est ma démarche auprès de vous pour trouver une solution. C'est pour cela que je suis là. Alors, si j'ai été long, vous m'excusez. Non, mais il n'y a pas de problème. Je pense que merci beaucoup pour votre témoignage. C'est un témoignage qui est important. Puis je pense que par rapport à ce dont on discute ce soir, peut-être l'élément cardinal, c'est que j'ose espérer que les personnes qui vous ont pris en charge par rapport à vos maux de tête, par rapport à votre individualité, par rapport à vos spécificités. Il semble qu'il y a eu un certain nombre d'examens qui ont été faits. Je pense que c'est probablement très hasardeux de dire que les personnes n'ont rien parce qu'on n'a rien trouvé. Quand les gens disent qu'ils souffrent, ils ont quelque chose. Mais il faut avoir aussi l'humilité de dire qu'on n'est pas toujours en mesure de trouver, en tout cas de manière organique, clairement ce dont il s'agit. Et je pense que les maux de tête, c'est une bonne thématique. Moi, j'enseigne les maux de tête aux étudiants et étudiantes. C'est précisément une thématique où nous, on n'est pas très à l'aise parce qu'on est toujours un peu soucieux. C'est un peu comme les douleurs thoraciques. On veut juste être sûr de ne pas passer à côté d'eux. Donc, disons, moi, je ne peux pas répondre comme, disons, médecin qui s'occupe de votre problème, mais je dirais qu'à la lueur de ce dont on a discuté, pour être équitable, il faut répondre aux besoins spécifiques. De toute évidence, la réponse ou les réponses qui vous ont été données ne sont pas suffisantes. Et je pense qu'il faut peut-être orienter les choses un peu différemment. Moi, j'ai des patients avec qui je n'arrive pas là où ils veulent arriver. Et souvent, ce que je fais, c'est que je m'entoure. Je m'entoure d'autres types d'approches. Et notamment, je travaille avec une prof de l'Université de Lausanne qui fait des médecines complémentaires pour lesquelles moi, je n'ai pas de connaissances, mais que je pense tout à fait respectable de par le fait qu'il y a aussi des évidences qui montrent un certain nombre de choses très intéressantes. Puis ensuite de ça, il y a aussi parfois, on ne cherche pas tout à fait au bon endroit. Et peut-être que le problème est ailleurs, peut-être que le problème est moins la migraine, la céphalée tensionnelle ou des céphalées secondaires A, mais peut-être qu'il y a une conjonction d'éléments dans le vécu de tout et chacun qui nécessite qu'on prenne le temps de bien le comprendre, nous soignants, qui fait qu'il y a quelque chose qui ne joue pas et que ça dure depuis 20 ans. C'est un peu un commentaire général que je vous fais. En tout cas, j'ose espérer qu'à la lueur de la thématique du soir, que chaque examen complémentaire, chaque conseil, chaque orientation, c'est fait sur la base de ce qu'on fait pour toute personne qui a des maux de tête et qui en souffre depuis un certain nombre d'années. Alors, puisqu'il n'y a plus d'autres questions, oui, alors. C'est pas encore l'heure du slide qui annonce l'apéro. Non, mais j'ai une question aussi, c'est pour ça. Bonsoir, aussi merci. Moi, je suis là à titre personnel, donc c'est assez rassurant de voir que du côté des soignants, ça évolue, même si ça évolue lentement, ça évolue. Ma question, elle est assez générale, elle est, je pense plutôt pour Monsieur Ganou, dans les petites choses qu'on peut mettre en place dans la relation thérapeutique avec les soignants. Quand on arrive en tant que patient, quand même plus ou moins expert de nos conditions, comment on peut faire pour arriver à mettre en place cette alliance thérapeutique dans les petits trucs pour pas se mettre les soignants à dos, justement, et pour arriver à avoir une relation de confiance où il y a moins de patriarcat, de paternalisme et d'infantilisation de notre côté. Du coup, comment arriver à débloquer un peu ça?
Oui, merci. Alors, moi, les professionnels que je rencontre souvent ont très peur aussi des patients et des patientes, parce que je pense que c'est des professionnels qui ont la volonté de bien faire et puis qui sont confrontés à des patients qui on n'a pas parlé du stress minoritaire, mais c'est un stress internalisé des patients qui vivent parce qu'ils ont des discriminations répétées et des patients qui ont aussi qui ont intériorisé l'homophobie et la transphobie et qui arrivent avec un niveau de tension souvent dans les institutions de santé, et du coup ça monte très vite en symétrie. Je pense que ce que je vous dirais, c'est de faire le statement, ce que je dis aussi aux soignants, c'est-à-dire, oui, de faire je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis désolé, de faire cette déclaration, de dire, très bien, écoutez, je pense que j'ai une problématique de santé et je connais mieux ma problématique de santé que vous, donc je pense que j'ai besoin de vous pour me soigner, mais je pense qu'il va falloir m'écouter. Et moi, ce que je dis aussi aux soignants, aux professionnels, c'est de leur dire, ayez de l'humilité culturelle lorsque vous rencontrez des personnes qui connaissent bien mieux leurs enjeux de santé, leurs spécificités. Et c'est comme ça qu'on arrive. En fait, il faut vraiment chacun doit redescendre un petit peu. Donc, les patients qui sont beaucoup trop agressifs envers les soignants, de redescendre. En fait, il faut recalibrer un peu les attentes de chaque côté et de dire, OK, très bien, moi, je sais mieux que vous, j'ai besoin de vous et on va travailler ensemble. Je pense que cet état, et ne pas rester campé sur nos positions qui génèrent énormément d'agressivité, de violence dans les échanges entre les soignants. Juste pour finir, oui, je posais la question aussi parce que particulièrement au HUG en gynécologie, j'ai vécu des choses pas très agréables. Et puis c'est vrai que quand on se retrouve en tant que patient, on est en position vulnérable et on part souvent du principe, et bien souvent les soignants ont notre meilleur intérêt en vue. Mais c'est vrai que en gynécologie, par exemple, quand on va faire une colposcopie ou ce genre de choses et qu'on a des biopsies qui a absolument zéro sédation, même légère, ou anesthésie locale, c'est des positions très inconfortables et on part du principe. En fait, moi, je m'étais jamais posé la question avant. Merci Instagram, il y a plein de choses qui circulent maintenant. Et c'est vrai que comme ça a toujours été fait comme ça, c'est des choses qu'on remet pas aux questions. Et puis après, on se dit, ouais, mais en fait, avoir un spéculum pendant 45 minutes avec un nombre incalculable de biopsies en nous disant juste ça va être un peu inconfortable, alors que c'est quand même largement plus que juste inconfortable. C'est après, en fait, souvent que nous, on fait le match à l'envers et puis qu'on se dit, ouais, non, quand même, quoi. C'est vrai qu'en tant que femme, alors après, j'ose même pas imaginer les femmes racisées, le niveau que ça atteint, mais c'est vrai que c'est compliqué aussi parce que c'est pour ça que je pose la question, c'est pour arriver un peu plus armé sans être dans la guerre et la confrontation, mais c'est vrai que souvent c'est après qu'on se dit ah ben mince quoi en fait. Voilà. Mais oui, d'éviter de monter en symétrie. Mais je pense que, disons, il me semble qu'il faut quand même. Moi, je dis souvent à mes patients, et notamment quand ils sont pas tout à fait satisfaits pour une raison ou une autre, que c'est quand même eux les rois et les reines de l'histoire. C'est eux qui décident. Parce que, disons, s'ils venaient pas avec leurs problèmes de santé, moi, j'aurais pas grand-chose à faire, dans le fond, dans l'histoire. Donc, il faut pas complètement inverser. Et moi, je pense que ce que disait Sean par rapport à la vision paternaliste, j'ose espérer que de plus en plus, ça va être révolu, quoi. Disons, les paternalistes, ils partent à la retraite à un moment donné, donc il y en a d'autres qui viennent. Et vraiment, moi, j'ai cette vision que les plus jeunes sont quand même un peu différents dans leur manière de voir les choses. Et la communication... Et là, pas toujours, mais disons, quand même, ce que je veux dire, moi, vous avez compris, je suis optimiste. Donc, mais j'ai envie, là aussi, d'y croire. Et quand même, les patients et les patientes sont les personnes clés de l'histoire. Nous, on est là pour essayer de faire team. Et pour faire team, il faut que ça communique. Et pour que ça communique, pour revenir de nouveau à la soirée, les a priori inconscients font que la communication se passe mal. Ça se passe mal parce que c'est pas centré sur nos besoins spécifiques, c'est pas centré sur une consultation dont la durée est suffisante, et puis c'est souvent non participatif. Donc, je pense que
là, il faut remettre l'église au milieu du village, si je peux m'exprimer comme ça, pour dire, écoutez, je suis votre patiente, mais non, c'est pas légèrement désagréable, c'est horriblement douloureux, puis faites le nécessaire, parce qu'il n'y a aucune raison pour que je souffre. Non, tenez, il y a suffisamment de moyens pour que je ne souffre pas quand vous faites ce geste. Et je pense que là aussi, il y a peut-être quelque chose de l'éducation des patientes ou une forme de révolte des patientes et des patients qui disent non, maintenant ça suffit, c'est pas légèrement douloureux, c'est très, très, très désagréable, c'est très douloureux. Merci. Mais c'est vrai que les jeunes générations sont plus éduquées que ça. Moi, je fais encore partie de ces filles et de ces femmes à qui on a dit c'est normal d'avoir mal. Enfin, bref. Et justement, il y a plein de choses qui se font en gynéco. Alors, en France, il y a Pour une meuf qui travaille sur... c'est une association qui travaille justement sur d'autres positions gynécologiques, etc. Et si je peux vous conseiller quelque chose, c'est aller vous plaindre, mais aux bonnes personnes. Moi, ce que je faisais en gynéco, c'est que des fois, on n'avait pas de matériel. Mais vraiment. Et quand je le disais à la cadre, elle me disait, tu te débrouilles. Donc, j'envoyais la patiente se plaindre à la cadre parce que ça n'a pas le même poids. Et du coup, on était dans un certain partenariat de plainte en disant, je vous le dis, et les patientes, on vous le dit. Et enfin, je comprends que des fois, on se plaint aux soignants, mais que nous, on est... L'idée, c'est quelque part, c'est que soignants et patients, on soit du même côté et que la problématique, ça soit la plainte, et puis qu'en fait, on fasse une alliance vraiment. Oui. Pour et des fois, il y a des choses sur, justement, on a besoin de se battre à deux et que quand on a tendance à, notamment les internes, parce que j'étais il n'y a pas longtemps, à leur tomber dessus, alors que nous, on est là, mais dites-le, mais à notre chef, quoi. Merci beaucoup. On peut peut-être prendre une dernière question avant d'aller continuer ces discussions autour d'un verre ou d'un canapé. Voilà. On vient de parler d'éducation, de discrimination, mais moi, en tant que grand-maman, ça m'arrive d'aller dans les préaux d'école. Je suis effarée parce que les discriminations, c'est là que ça commence. Alors, c'est vrai qu'on demande beaucoup à l'école. Il y avait encore un article dans la Tribune il n'y a pas longtemps. Voilà, je pense que c'est là qu'il faut commencer parce que quand ils arrivent comme étudiants en médecine, ils ont déjà leurs idées fixes, etc. Donc, je pense que, voilà, c'est le travail de notre société. Faut les éduquer. C'est peut-être notre nature humaine. Hein. Je veux dire, moi, j'ai ma théorie. Ce qui est différent de nous, c'est dangereux. Donc, ça nous fait peur. Donc, quand on a peur, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, paf, on y va. Et je veux dire, voilà. Et je crois qu'on l'a dit, mais moi, je suis totalement du même avis que vous. Je pense que ça doit commencer dès le plus jeune âge. Et puis, peut-être pour terminer sur une note vraiment positive, il y a quand même ce film qui m'a beaucoup marqué, et toujours pas naïf, mais positif, qui m'a beaucoup marqué, c'est « Je suis noir », N-O-I-R-E-S, de Rachel Mbon. C'est une des... Et moi, j'ai eu la chance de connaître Rachel et en fait, elle fait une tournée avec son film dans les écoles, notamment. Et puis, comme elle parle plusieurs langues, c'est un plaisir. Elle a été invitée aux États-Unis, elle a été invitée en Angleterre. Vraiment, elle est lumineuse. Et puis, ce film... Quelqu'un a vu ce film? Oui. J'espère que vous êtes d'accord que c'est un superbe film parce que il est vraiment pédagogiquement très, très fort. En fait, c'est l'histoire d'une dizaine de femmes noires très formées, plutôt au sommet de l'échelle sociale, suissesses, mais il y a un problème. Et le problème, c'est la couleur de leur peau. Par ailleurs, elles sont femmes, donc on revient à l'intersectionnalité. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très fin de prendre la question du racisme en Suisse sous cet angle-là. Et ça marche extrêmement bien. Et ce film est passé dans les écoles avec Rachel qui en parle ouvertement. Et je pense que là aussi, c'est quelque chose qui avance, c'est assez fantastique. Il a été primé, ce film. C'est une 50aine de minutes, mais allez voir, essayez de voir « Je suis noir ». Et je pense que continuer dans les écoles, c'est une bonne idée. Très bien, alors je vous remercie toutes et tous pour votre présence ici. Je remercie les intervenants et intervenantes. Je vous remercie Amit Julliard pour la modération de cette table ronde. Et je vous propose de nous retrouver à l'apéritif pour continuer les discussions et les échanges.